Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission de rentrée de On passe à l'action. Une émission où je m'appelle Loïc, je suis un capitaine de l'industrie française et j'ai la chance d'avoir une société qui fonctionne très bien, rentable, avec un chiffre d'affaires exposé à l'international et en Europe. Et je viens de bénéficier d'une offre de la part d'un industriel qui voudrait racheter ma société. Donc je viens de recevoir une lettre d'intention pour une valeur de 3 millions d'euros. Waouh, c'est un sacré chiffre. Qui me propose effectivement de me racheter ma société. Alors, j'ai échangé avec mes conseils, mon avocat, mon expert comptable, mon notaire et bien évidemment mon banquier privé préféré, un certain Fabien Giroux. Et tous m'ont dit quand même, essaye d'aller rencontrer un ou plusieurs banquiers d'affaires de qualité pour qu'ils t'accompagnent sur cette problématique. Alors pour moi, ce nom, c'était plutôt un mot vulgaire, donc j'ai été assez surpris. Mais on m'a dit, il faut quand même que tu le rencontres. Alors, me voici aujourd'hui en direct devant vous et on va faire cet entretien ensemble, un entretien de sélection d'un banquier d'affaires qui pourrait éventuellement m'accompagner en cette session d'entreprise. Bonjour Romain. Bonjour Fabien. Avec nous donc aujourd'hui Romain Munier, directeur associé de la banque d'affaires indépendante ByCap. Et Romain, aujourd'hui, si tu le veux bien, tu vas devant les téléspectateurs de Radio Grand Lac, partager cette expérience d'entretien. Alors, sans plus attendre, Romain, soyons très directs. Moi, je travaille depuis 25 ans. J'ai mis 1 000 euros dans le capital social de mon entreprise. Elle en vaut aujourd'hui 3 millions. Et j'ai sur la table une proposition, c'est-à-dire une lettre d'intention par un de mes concurrents. J'ai bien écouté tout le monde, mais moi, personnellement, je vois pas à quoi vous servez. Enfin, à quoi tu sers? On va se tutoyer, on va pas... Parce que moi, mon expert comptable, il a regardé la valorisation de la lettre d'intention. Il m'a dit que c'était bon. Mon avocat, il a lu le détail de la lettre d'intention. Il m'a dit, les clauses sont parfaites, on peut y aller. Mon notaire, il a commencé à regarder les différentes problématiques, donation avant cession, sortie de l'immobilier, tout est traité. Et puis mon banquier privé, j'ai déjà prévu ce que j'allais faire après. Alors Romain, pourquoi je ferai appel à toi ? Parfait, je vois que tu es bien accompagné, donc déjà c'est un bon point. Un dirigeant, il faut qu'il soit bien accompagné dans ses opérations complexes, donc ça c'est super. Après moi, ce que je dirais aux dirigeants, je dirais plusieurs choses sur cette lettre d'intention qui est une première étape dans le cadre d'un process. Un process, c'est très très long. Alors chaque situation est différente, mais ne vous précipitez pas. C'est long. On peut se tutoyer, Romain, à la radio. On est entre nous, mais on peut se tutoyer. Mais ne te précipite pas. Prends ton temps. Un process, ça dure entre 6 mois et 1 an, généralement. C'est assez chronophage. Oula, c'est long. Ah ouais, c'est très très long. La LOI, c'est une première étape, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a de l'appétit de la part d'acquéreurs, donc ça veut dire que la société est séduisante sur le marché. Par contre, encore une fois, je rappelle, la LOI, c'est une première étape. Il y a encore beaucoup de cols à passer, si je peux me permettre. On est à Aix-les-Bains, donc je me permets cette métaphore. Mais il faut vraiment être extrêmement bien préparé. Donc, moi, ce que je te propose, c'est... tout le monde a revu la LOI de ton côté. Moi, ce que je te propose, c'est gratuitement que tu m'envoies cette LOI, que je puisse la regarder et puis que je te puisse que tu puisses profiter en tout cas de mon expérience et de mon expertise pour te donner du confort sur cette offre. Ok, Romain, alors c'est super intéressant ce que tu me dis, merci. Déjà, merci de t'être déplacé, en plus pour te faire accueillir de la plus belle des manières. Mais ça, c'est le côté aixois ou grenoblois. Juste une question, tu dis, ce process, il va être long, il y a plusieurs étapes à passer, plusieurs vagues à assumer. Ça veut dire que si je signe cette lettre d'intention, Romain, il est possible qu'entre le moment où je l'ai signée et le moment où l'opération se fasse, elle n'aboutisse pas en fait. C'est ce que tu veux me dire ? Exactement. En fait, c'est une lettre d'intention. Donc c'est une intention de faire, mais elle n'a aucune condition de faire. Il va y avoir des conditions suspensives souvent. Et notamment d'audit, qui est une condition importante. L'acquéreur va vouloir s'assurer que toutes les informations que tu as pu lui communiquer jusqu'alors dans le process puissent être réelles et vérifiables. Et je voudrais prendre quelques exemples sur l'audit parce que c'est quand même un point extrêmement tendu.
Et un point notamment qui est souvent source de tension dans un process, c'est les chiffres de l'année en cours. Et les chiffres de l'année en cours, ce qu'on appelle en anglais le current trading, c'est un point extrêmement important. Ça va venir permettre de confirmer souvent la première offre initiale qu'un acquéreur a pu faire. Je prends l'exemple moi j'ai été confronté souvent malheureusement à quelques sociétés qui avaient des chiffres en cours un peu moins bons que prévu et parfois moins bons que le passé. Et ce qui peut se passer, c'est que l'acquéreur, s'il découvre en fait des chiffres moins bons, pendant l'audit, par exemple, mais il peut découvrir aussi plein de choses qui n'ont pas pu être découverts, des sujets fiscaux, des sujets sociaux, il va pouvoir il va avoir tendance à renégocier le prix. Donc ton offre de 3 millions, c'est très bien, mais il faut s'en féliciter évidemment, mais il faut donner beaucoup plus de sécurisation à l'acquéreur pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse la confirmer. Un deuxième point aussi, dans ton choix d'acquéreur, ça va être le financement. C'est très bien d'avoir une lettre d'intention, mais il va falloir s'assurer que l'acquéreur puisse financer ces 3 millions. Et ça, c'est mon job, c'est notre job au banquier d'affaires de pouvoir aussi sécuriser et d'apporter du sérieux en fait sur la qualité des acquéreurs. Et ça, souvent, c'est par des échanges qu'on a avec les acquéreurs, au-delà de la capacité des conditions qu'ils sont prêts à mettre sur une opération, c'est de s'assurer derrière qu'ils sont organisés et qu'ils ont les moyens de faire cette opération. D'accord, donc en fait si je résume ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait cette lettre d'intention, pour qu'elle devienne réelle, il va y avoir tout un travail petit a de pédagogie sur les chiffres s'il venait à y avoir quelques difficultés pour que je touche bien ces 3 millions, et ensuite je pourrais avoir en face de moi quelqu'un qui finalement annonce un prix mais qu'il ne sera même pas de bonne foi capable Exactement. De payer. Ah, ça c'est le grand risque, et surtout si à partir du moment où tu acceptes une LOI sur un deal de cette taille, tu vas donner une exclusivité, c'est-à-dire que tu vas devoir discuter qu'avec lui. Et ce qu'il va falloir, c'est mettre du rythme, parce que l'acquéreur, s'il est de mauvaise foi, il va avoir tendance à faire traîner les choses, et à un moment, en fait, tu vas te retrouver à avoir tellement avancé avec lui que même s'il venait à te proposer 2,8 millions, tu pourrais accepter cette offre qui en soi est une baisse de prix par rapport au début. Mais si tu veux, tu as passé tellement de temps avec tes conseils à faire l'audit, à négocier la partie juridique, le contrat de cession, la garantie d'actifs et de passifs, etc. Tu vas te dire, au dernier moment, il va te dire, en fait, c'est plus 3 millions, c'est 2,8 millions. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, on a passé 6 mois à discuter avec lui. 200 000 euros, c'est une grosse somme, mais finalement, par rapport aux 3 millions, c'est pas non plus énorme. Voilà. Donc, mon job, ça va être de sécuriser cette opération, de pouvoir mettre sous pression l'acquéreur via des échanges qu'on aura avec lui et ses conseils, pour qu'il comprenne, en fait, que certes, la pression a un peu basculé post-LOI, parce que c'est lui qui est en position de force, mais de lui faire comprendre qu'il a intérêt à sécuriser son offre, sinon il n'y aura pas d'opération. Ok, très clair. Non, mais ça s'éclaire un petit peu plus. Je vois bien comment tu pourrais t'intégrer dans le travail de mes conseils et de mon équipe. Par contre, alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu viens de dire, encore une fois, puisque je l'ai retrouvé dans la lettre d'intention. Tu m'as parlé de garantie d'actifs passifs. Alors, c'est intéressant parce que dans cette lettre d'intention, si je peux maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je vais te livrer des secrets. Dans cette lettre d'intention, j'ai une garantie d'actifs passifs qui correspond à peu près à 30% de la valeur des titres qui est présentée, donc 3 millions d'euros. Donc ça veut dire une garantie d'actifs passifs de 900 000 euros, avec plusieurs termes que j'ai pas bien compris. Par exemple, une garantie à première demande, par exemple un seuil de déclenchement à 1 500 euros. Et tous ces points-là me semblent pas bien clairs. Quel est le rôle, justement, imaginons que je te fasse confiance et que je t'intègre là-dedans, comment tu vas, toi, intervenir sur ce point-là spécifique qui, moi, personnellement, lorsque je le lis, me fait un peu peur? Alors, c'est des points importants, et nous, notre job de banquier d'affaires aussi sur des premières opérations pour des dirigeants, c'est d'apporter aussi beaucoup de pédagogie. Ça, c'est notre plus-value. Dire que dans le cadre d'une opération, il y a des termes anglo-saxons, c'est la pratique. Il y a tellement de sujets en fait de discussion dans le cadre d'une opération. Notre job, ça va être aussi d'apporter beaucoup de pédagogie. C'est aussi ce qui rend le métier passionnant. Et pour répondre à ta question précisément, la GAP, c'est un travail qu'on va faire à deux avec ton avocat. On va choisir un avocat. Idéalement, un avocat qui a l'habitude de ces opérations. Alors, il est déjà là, l'avocat. Il est déjà là, c'est super. Je le connais pas, ou peut-être que je le connais, mais je suis pas sûr qu'il ait envie de te rencontrer, maintenant que t'as dit qu'on allait en choisir un autre, hein. Non, pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que je taquine. Ce que je veux dire, non, mais t'as complètement raison. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ces opérations très précises, faut aussi choisir un avocat qui a l'habitude d'intervenir sur des opérations comme celle-ci, parce qu'il connaît justement les métriques de GAP.
de garantie d'actifs et de passifs. 30%, ça me paraît un peu élevé. On est plutôt en général entre 15 et 20%, voire 25%. D'accord. Souvent contre garantie, c'est-à-dire que l'acquéreur, certes, on va lui donner une garantie, c'est-à-dire que s'il y a des risques qui sont générés post-opération, c'est le cédant qui va donner une garantie pour supporter des risques qui étaient gérés sous sa gestion. Donc on va donner une garantie. Voilà, parfois on arrive à faire des deals sans garantie, mais c'est assez rare. Tout dépend de la pression concurrentielle et le nombre d'acquéreurs qu'il y a sur une opération, mais globalement, de façon générale, il y a une garantie. Et elle va être contre-garantie. C'est ce que je fais le lien avec ta garantie à première demande, c'est-à-dire qu'on va demander à notre client, au cédant, de bloquer une partie de cet argent pour sécuriser l'acquéreur sur le fait que s'il est appelé en garantie, il a les fonds pour pouvoir rembourser les risques qui pourraient être liés dans le cadre post-opération. Après, il y a des termes très complexes ou techniques. Tu parles de seuil de déclenchement. Moi, je pourrais te parler de franchise. Donc, tout ça, c'est de la négociation qu'on va avoir avec l'acquéreur. Dans un premier temps, nous, on va élargir ou dégrossir les grands sujets de la gap. Et après, ils vont être affinés avec l'avocat et nous. Nous, je voudrais juste finir par ça. Chacun son job dans une opération. Nous, l'avantage qu'on peut avoir par rapport à un avocat, l'avantage, c'est pas vraiment un avantage, mais nous, on a l'esprit des discussions, l'esprit des négociations, parce que nous, en général, on est là dès le début de la discussion. On connaît l'acquéreur, on a validé les grands principes d'une opération. Et s'il y a des frictions sur la gap dans le cadre de la négociation entre avocat et avocat, parce que l'acquéreur aura aussi un avocat et il laissera son avocat gérer la garantie. Nous, on va être là pour donner du mou, pour faire en sorte que les avocats se parlent, se comprennent, et essayent de trouver des accords et des passerelles d'accords sur ces grands sujets, ces grands thèmes qui sont très importants. Tu serais en train de nous dire que les avocats auraient un ego. Une fois qu'on s'est dit ça, vous avez bien compris en tout cas j'ai bien compris, merci, que la garantie d'actifs passifs, c'est donc la partie de mon prix de vente qui potentiellement peut être rappelée après la cession et qui donc forcément peut être rappelée dans un certain nombre de conditions, avec un certain nombre de modalités, et donc que c'est là le rôle d'un banquier d'affaires de négocier ce point-là, et puis également de faire le lien entre des professions de droit et de chiffres qui sont dans un écosystème et ont également, et c'est bien normal, un ego et une nécessaire justification de leur position. Oui. Ce que je voudrais rappeler, pas obligé de lever la main, Romain. C'est intéressant ce qu'on vient de voir dans le studio. Romain vient de lever la main. Nous ne sommes pas sur les bancs de l'Université de Lyon et de cette magnifique école de l'INSEC Chambéry. Pour rappel, à toute petite parenthèse pour les équipes de Bénédicte Garanzini, puisque j'interviendrai dans les cours de M&A de l'INSEC Chambéry à partir de janvier 2024. C'est magnifique, il fait sa pub aussi. Non. C'est celle des gens qui me font confiance. Ce que je voudrais rappeler, Fabien, surtout, là, tu m'as mis dans le contexte il y a déjà une LOI, ça sous-entend qu'il y a déjà eu des discussions avec un acquéreur. Très petite, j'ai reçu un courrier. Un courrier, mais il y a sûrement eu des discussions où les cédants et acquéreurs se connaissent, ce qui est pas rare, hein, c'est normal. En général, ce qui est assez naturel, c'est de vendre à un confrère ou un concurrent. Et d'ailleurs, les concurrents appellent souvent des entreprises. Alors, le jour où tu vends, appelle-moi, parce que moi, je serais très intéressé de te racheter. Moi, ce que je voudrais peut-être revenir, en tous les cas, sur le rôle d'un banquier d'affaires, c'est surtout de mettre en concurrence plusieurs acquéreurs dans le cadre d'une opération. Alors c'est parfait, Romain, je te propose qu'on fasse une petite pub et on revient juste après. Parfait. Et Romain nous expliquera comment effectivement il va gagner le mandat d'affaires avec moi. Et c'est vous qui jugerez et vous pourrez voter sur Radio Grand Lac. On vous dit à tout à l'heure avec une petite pause et bien évidemment une chanson française qu'on adore, qui a été choisie par l'excellent Jean-Pierre Germain. À très vite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac où je suis en train de vendre ma société Industrie pour 3 millions d'euros puisque j'ai reçu une lettre d'intention d'un de mes concurrents pour céder 100% de mes titres. Je suis actuellement en société par action simplifiée. Tous mes conseils m'ont donné le feu vert pour y aller, mais m'ont quand même demandé de rencontrer un banquier d'affaires et notamment Romain Munier, directeur associé chez Buycap. Nous avons commencé les premières discussions et Romain est toujours parmi nous, preuve que pour l'instant, il m'a intéressé. Alors Romain, je t'ai entendu, tu as très bien expliqué que finalement cette LOI que j'avais entre les mains,
elle était finalement d'une valeur juridique assez faible, et qu'entre la signature de cette LOI et ce que tu appelles d'ailleurs de tes propres termes les sous-sous dans la poche, c'est-à-dire ces fameux 3 millions d'euros bruts de fiscalité qui rentreraient dans ma poche pour le plus grand plaisir de ma famille et de mon banquier privé, eh bien il y avait des étapes dures, des étapes et des écueils, voire des vagues. Alors, avant qu'on te coupe la parole, et en tout cas avant qu'on passe à une pause, tu as mentionné le terme mise en compétition et banquier d'affaires. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Plusieurs choses, mais la première, c'est qu'évidemment, je dirais notre job, c'est d'aller chercher de la survaleur. Quand tu parles de 3 millions et que tu me dis que ton expert comptable a valorisé la société à peu près sur ces niveaux-là et que du coup c'est cohérent probablement par rapport aux attentes de prix, je te dirais c'est très bien. Mais moi je te répondrais qu'il y a une différence entre la valeur financière, c'est-à-dire la valorisation qu'un expert comptable, un banquier d'affaires ou un directeur financier peut faire de sa société, et la valorisation de marché. Nous, ce qui nous intéresse dans notre métier de banquier d'affaires, c'est d'avoir des valorisations de marché. C'est-à-dire une valorisation de marché, pour faire simple, c'est ce qu'un acquéreur peut donner comme prix. Alors tu me diras, là, j'ai le prix d'un acquéreur. Oui, mais t'en as qu'un. T'as qu'une offre d'un acquéreur. Et nous, notre job, donc, c'est d'aller chercher les meilleures valeurs de marché, les meilleures conditions de l'opération. C'est pas que le prix, mais souvent, on va pas se mentir, c'est quand même une grosse variable dans le choix d'un acquéreur. C'est de mettre en concurrence plusieurs projets, plusieurs candidats. Ça, c'est notre job. Parce que c'est via la concurrence qu'on va en général pouvoir faire émerger les meilleures conditions d'une opération. Le prix, le projet pour l'entreprise et son dirigeant, être en meilleure position de force pour négocier la garantie d'actifs et de passifs, de pouvoir être dur dans les négociations, parce que quand on n'a qu'un acquéreur, forcément le rapport de force est un peu différent. Donc c'est ce que je voulais te dire, Fabien, c'est-à-dire que nous, notre job, c'est d'aller chercher les meilleurs acteurs, en tous les cas ceux qu'on estime les plus adaptés à cette opération. Alors comment on fait ? Nous, quand on prend un mandat, qu'on accompagne un dirigeant, on va évidemment s'intéresser à son secteur d'activité, à son histoire, aux perspectives de développement. On va être capable en fait de parler presque aussi bien qu'à la place d'un dirigeant de la société, de son marché. Et donc on va identifier des acquéreurs, ce qu'on appelle stratégiques, ceux qui vont être capables de dépasser la valeur financière. C'est ça qui nous intéresse. Et je te donne par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête. On a accompagné une société de courtage d'assurance il y a quelques mois, quelques années. Et je vais aller droit au but, mais on a eu des offres du simple au double. Alors là, on est un peu plus élevé que 3 millions, mais on a eu des offres à 12 millions et la meilleure offre était à 25 millions. C'est pour te dire que la concurrence a de la vertu, peut apporter des meilleures conditions. Et ça, c'est notre job d'aller chercher les meilleurs projets. Et finalement, ce que tu es en train de me dire, Romain, c'est que ce que tu es capable de faire avec tes équipes, c'est vraiment la plus-value d'un banquier d'affaires, c'est faire savoir le savoir-faire d'un entrepreneur. Alors, tout à fait, parce que moi, je suis aussi entrepreneur moi-même, donc je connais les problématiques d'un dirigeant. Ça, exactement, c'est important de le rappeler. Tu es un des associés de la structure ByCap. Exactement. Exactement, tout à fait. Donc, on peut parler d'égo à égo, entre guillemets, mais bon, c'est pas trop le sujet. Mais en tous les cas, on connaît leurs problématiques, on connaît ces problématiques parce qu'on y est aussi confronté tous les jours. Non, la mise en concurrence, elle a cette vertu, je vais pas y revenir. Après, nous, on a un métier, on est ultra connecté avec l'environnement économique, les fonds de private equity, tous les conseils de façon générale. Private equity ? Fonds d'investissement, on pourra peut-être y revenir. En Savoyard ? Fonds d'investissement, ce sont je pense que tout le monde a probablement entendu parler, mais c'est aussi une façon de faire une opération de transmission. On pourra peut-être y revenir d'ailleurs, parce que là, je parle plutôt de la plus-value de mon métier, d'apporter de la survaleur, c'est ce qu'on cherche. Et ça vient de notre expertise, de notre réseau. Moi, j'ai réalisé une 40aine d'opérations. Dans le cabinet, on a plus d'une centaine d'opérations. On a des grilles de lecture très précises sur certains secteurs d'activité. Et quand on sent qu'on a la capacité d'aller chercher cette survaleur sur un client, sur un secteur,
on va y aller. On prend pas tous les dossiers, on n'est pas toujours les plus pertinents, tout dépend de la typologie des opérations. Et ce que je voudrais peut-être même aller plus loin, au-delà de mon banquier d'affaires, c'est te dire, ok, tu as une LOI, c'est très très bien, mais fais un pas de côté peut-être et réfléchis avec nous aussi sur les typologies d'opérations possibles. Parce que vendre sa boîte, on peut le faire de plusieurs façons. Ah, d'accord, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que moi, je suis parti pour vendre 100% des titres de ma société parce que la proposition est sur la table. Donc, déjà, j'ai compris que, effectivement, moi, j'ai un peu la tête dans le guidon. Donc, je connais mon secteur, mais qu'à hauteur, entre guillemets, du temps que j'ai envie d'y consacrer et puis de mes problématiques business. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui sait parler à d'autres acteurs financiers dans d'autres villes, dans d'autres pays, qui pourra aller chercher justement des personnes qui auraient des synergies, c'est-à-dire qui pourraient, comme tu appelles ça, des survaleurs, hein, mais qui pourraient en fait, en achetant ma boîte, réussir à créer beaucoup plus de valeur que s'ils l'achetaient tout seuls dans leur coin. Et là, tu me parles d'une autre opération possible qu'on pourrait faire. Donc, c'est-à-dire que là, imaginons que je te donne un mandat. Demain, là, on arrête la LOI parce que ça m'intéresse pas, ou peu importe, mais en tout cas, c'est toi qui traites ma session d'entreprise. Là, spontanément, avec ce que j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu ferais du coup comme autre type d'opération? Eh bien, on viendrait te présenter les différentes typologies d'opérations possibles. Alors, on essaierait déjà de comprendre pourquoi tu souhaites céder ton entreprise. Je suis fatigué, j'en ai marre et j'ai besoin d'argent. Alors, ça c'est très bien. Alors, tu peux céder 100%. Je ne sais pas si la LOI en fait... Peu importe. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, peu importe. C'est effectivement, je veux céder 100%, okay. Si possible. Moi, je vais te donner un exemple. On rencontre fréquemment des dirigeants qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire, bon, bah voilà, fatigué, ça fait 30, 40 ans qu'ils supportent le développement d'une entreprise, c'est très lourd. La frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est très très faible, donc je te fais pas un dessin, mais... Et il nous dit, voilà, je suis fatigué, pareil, j'ai envie de vendre. Bon, bah, pour lui, il s'était même pas posé la question. S'il vend, c'est 100%. Et puis, s'il vend, c'est un confrère, un concurrent, ou en tous les cas, un acteur qui aura un intérêt à faire cette acquisition. Moi, je me serais dit, en tant que chef d'entreprise, on peut pas être, entre parenthèses, chef d'entreprise et avoir été. Donc, c'est toujours, voilà, quand on vend, on se dit, on vend tout. Comme ça, ça évite les confusions de genre pour les salariés, même pour soi-même. Et tu vois, en discutant avec lui, on se rend compte qu'il y a un management intermédiaire, ce que j'appelle, bah voilà, il avait des bras droits, il en avait pas mal, il avait bien structuré sa société, il avait des bras droits sur qui compter, et on s'est dit, mais attendez, pourquoi vous pourriez pas céder cette société à vos cadres, qui en ont sûrement la capacité, si vous les avez mis là, c'est qu'ils en ont cette capacité de pouvoir reprendre. Et donc on a réfléchi petit à petit en fait à une structuration d'opération complètement différente, où lui a cédé la majorité du capital, mais il est resté actionnaire minoritaire parce que c'était aussi, je vends à C4, c'est une sortie qui faisait beaucoup de sens pour lui finalement. Il s'était pas du tout posé la question, ils ont pas d'argent, ils ont peut-être pas les capacités, etc. Ça, c'est ce qui revient tout le temps, mais en fait, tant qu'on leur a pas posé la question, on peut pas véritablement savoir. Et on a fait une opération mixte où lui est sorti, il a réussi à faire du cash out, il a cédé une bonne partie de ses titres, il est resté, il a un rôle stratégique et opérationnel, un rôle stratégique dans la société. Les cadres ont repris avec l'aide d'un fonds d'investissement qui est venu en fait permettre à ces cadres de pouvoir faire cette acquisition et sur un prix qui était complètement dans le marché. Donc ça, c'est une typologie d'opération qui est extrêmement... Et souvent, d'ailleurs, la plupart des dirigeants qu'on rencontre nous disent « Ah, j'aimerais tellement qu'il y ait des continuités, que derrière moi, ça puisse continuer à se passer comme ça. » Si tu vends un acteur industriel, même stratégique, tu as toujours le risque, certes, peut-être d'avoir un beau chèque, pour parler un peu crûment, mais que derrière, en fait, l'entreprise, en tous les cas, ses valeurs changent. Et là, ça permet d'apporter beaucoup de continuité et aux dirigeants de rester actionnaires minoritaires, de... compter sur les nouveaux actionnaires pour faire fructifier ses parts et de faire une deuxième opération 5 ans, 6 ans après et de pouvoir sortir en 2 fois tout en ayant une sortie extrêmement intéressante avec ses cadres. Donc ça, c'est... Moi, je te dirais, faisons un pas de côté et réfléchissons aux différentes typologies d'opérations qui peut y avoir. Alors ça, c'était une typologie d'opération, mais il pourrait y en avoir encore d'autres. Mais la préparation, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu nous dis là et ce que tu me dis là, Romain, puisque moi, effectivement, en tant que chef d'entreprise,
j'avais pas toutes ces notions-là. Ce que je retiens finalement de tout ce qu'on s'est dit, avant de te donner le mot de la fin, comme toujours, eh bien, c'est que finalement, en tant que chef d'entreprise, au moment de céder ma société, eh bien, j'ai 3 grands points à bien garder en tête. La première, c'est que une opération, elle est longue, elle prend du temps, elle prend de l'énergie. Et donc, il faut être accompagné par une équipe de qualité où chacun a son rôle. On est en plein milieu d'une Coupe du Monde de rugby. On voit bien qu'une équipe, elle a 8 avants, elle a un demi de mêlée, elle a un numéro 10 et le banquier d'affaires trouve sa place dans ce 15. Alors, en l'occurrence, il n'y aura probablement pas 15 intervenants si on prend les principales têtes d'affiche. Donc ça, c'est notre premier point. Le deuxième point qu'on va retenir, c'est que il existe toute une série de choses-trappes juridiques. Et on en a vu un aujourd'hui avec notamment la garantie d'actifs passifs qui peut être finalement une vente mais sans une vente. Je pense que je vais toucher 3 millions d'euros, mais une fois que j'aurai déduit la fiscalité, une fois que j'aurai déduit la somme qui va être mise sous séquestre ou qui va être garantie et bloquée ou nantie dans ma garantie d'actifs passifs, finalement, je vais peut-être pas pouvoir m'acheter mon chalet à Chamonix. Et puis le troisième point, c'est que au moment de réaliser l'opération de ma vie, finalement, ça peut valoir le coup de prendre un petit peu de temps, quelques réunions de travail pour me dire et si je le faisais autrement ? Et si j'impliquais des gens auxquels j'avais pas pensé ? Et si j'impliquais mes salariés ? Est-ce que si j'impliquais des fonds d'investissement ? Et si j'impliquais des investisseurs extérieurs ? Romain a eu la gentillesse de partager son expérience, mais aujourd'hui on accompagne des dirigeants et puis c'est parfois difficile de lever des capitaux en Europe. Alors on fait appel à des capitaux au Moyen-Orient parce que malheureusement c'est parfois une situation qui est nécessaire à faire. Et donc c'est ça le rôle et l'importance d'un banquier d'affaires. Avant qu'on se quitte, puisque le plus important c'est de soigner son entrée et sa sortie. Et donc tu vas soigner ta sortie. Moi je suis chef d'entreprise toujours, 3 millions d'euros de valorisation. C'est quoi le mot de la fin et pourquoi je devrais choisir non pas un banquier d'affaires, mais pourquoi je devrais choisir Romain Munier, le directeur associé de BuyCap ? Pourquoi lui ? Et ça sera le mot de la fin. Non, mais je pense que tu l'as compris. Voilà, nous, ce qui nous motive, c'est d'aller chercher de la survaleur, de mettre en concurrence, etc. Après, je te dirais qu'après, c'est aussi une question d'homme et d'humain. Une opération, c'est longue, donc il faut qu'il y ait du feeling avec ton banquier d'affaires et d'ailleurs avec tous tes conseils, parce qu'on va se parler presque quotidiennement sur une opération comme celle-ci. Donc, il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'on ait envie de travailler ensemble et qu'il y ait de la confiance, une relation de confiance qui s'établisse assez rapidement. Nous, je finirai par ça, et c'est aussi ce qui nous plaît chez BuyCap et notre côté indépendant, c'est que on est entrepreneur nous-mêmes, donc on est assez conscient des difficultés de la vie d'un entrepreneur. On est aussi conscient de la responsabilité qui nous incombe, parce que là, on parle d'opération comme ça, mais en fait, on est en train de rendre liquide 30 ou 40 ans de vie d'un entrepreneur. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Ça, on en est bien conscient. C'est aussi pour ça qu'on choisit nos clients et qu'on choisit, on n'en a pas 40. On a en général 3-4 clients en même temps. Et puis, le dernier point, c'est que globalement, pourquoi moi ? Parce que si je décide de t'accompagner, en tous les cas, c'est que j'ai une confiance absolue sur le fait que, en tous les cas, on arrive à créer de la valeur ensemble et que mon coût, on n'en a pas parlé, mais mon coût soit complètement transparent vis-à-vis de cette opération. Eh bien, merci beaucoup Romain. C'était Romain Munier, directeur associé de BuyCap et votre serviteur. Vendez votre entreprise si vous la vendez dans des meilleures conditions. N'hésitez pas à prendre un pas de recul. BuyCap, c'est une société, une banque d'affaires indépendante incarnée par des entrepreneurs et du même acabit que celui de Romain Munier. N'hésitez pas à les solliciter. Et bien évidemment, si vous avez ces opérations de ce type-là, votre serviteur se tient évidemment à votre disposition. Je vous dis à très vite dans 15 jours pour une nouvelle émission où on recevra également un invité de qualité. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. À bientôt. Merci à tous. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.